Bonsoir à tous, à nouveau, nous voilà, Lola Léla. Je suis avec mes invités après cette première pause musicale, Célimène de Jean Fortuné. Donc, je reçois notre historien Gilles Gauvin. Bonsoir Gilles, vous allez bien ? Bonsoir, oui, je vais très bien, merci. Merci d'être venu jusqu'à Saint-Joseph, donc avec Natacha Eloy, une illustratrice qui a participé au projet que vous nous présentez ce soir. Natacha, bienvenue. Bonjour Lola. Merci d'être venus tous les deux du Tampon, je crois, c'est ça ? Oui. Parfait. Bon, alors ce soir, comme je l'expliquais un peu en cafouillant en début d'émission, nous sommes là pour présenter le projet que vous avez fait en 2 tomes, tome 1 et tome 2, des docu-BD, comme Gilles vous les appeliez, quand on a pu échanger un peu en amont, sur 5 réunionnaises, 5 destins. Donc 2 tomes au total, donc 10 réunionnaises, 10 destins. Avant de pouvoir rentrer plus là-dessus, vous allez, s'il vous plaît, me présenter un peu. Mais qui êtes-vous tous les deux ? Ah, super. Alors, moi, je suis Natacha Eloy. Je suis illustratrice, dessinatrice de bande dessinée et camarade sur ce grand voyage de 5 réunionnaises, 5 destins, volume 1 et volume 2. Un grand voyage. C'est l'occasion de savoir, tiens, combien de temps entre le début... Ça s'est fait en combien de temps, ces 2 tomes ? 2 ans. 2 ans par album. D'accord. Et ils se sont enchaînés ? Quasiment, oui. D'accord, ok, bon, on verra plus dans le détail après. Je redonne la parole, Natacha, pardon. Alors, donc moi, ça fait à peu près 8 ans, oui, ça fait un petit moment déjà, depuis 2018 que je fais de la BD. Et avant, j'étais dans la mode, en fait. Je travaillais chez Kenzo pendant un certain nombre d'années. Ah ouais. J'ai fait pas mal de métiers dans ma vie, mais toujours autour de la création. D'accord. Donc, c'est quelque part, j'ai toujours adoré raconter des histoires, et à un moment donné de ma vie, c'est-à-dire assez tardivement, je dois avouer, je me suis dit, mais il faut quand même que tu te lances quand même. Et je voyais de loin le cri du margouillat qui me faisait de l'œil, et je me suis dit, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté le cri du margouillat, et ça fait 8 ans que je fais. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer, à un moment donné, Gilles. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée à La Réunion ? En fait, ma mère est réunionnaise, donc c'était bien avant, on va dire, mais ça fait partie effectivement de tout un parcours personnel. La BD en fait partie, quoi. Parce que Kenzo, j'imagine, c'était pas à La Réunion. Oui, mais il y a un lien quand même. Il y a tout ce qui est autour du métissage. Kenzo, c'est ça, c'est-à-dire c'est le mélange des cultures, le mélange aussi des matières, et tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici a finalement un lien avec mon île et puis avec la créolité, tout ça. Donc il y a que maintenant que je me rends compte, mais c'est vrai. C'est pas, on ne saute pas du coq à l'âne dans mon parcours. Il y a un fil conducteur qui est aussi très métissé dans les différents métiers que j'ai pu faire créatifs. D'accord. Et donc là, un retour aux sources, parce que vous étiez né à La Réunion. Non, mais ça fait bien depuis 2005 déjà. Et c'est vrai que j'ai fait des bonds. J'ai changé. J'ai même vécu un certain temps à La Réunion, mais voilà, il y a eu des allers-retours entre la métropole et La Réunion, puisque ma mère a décidé à un moment donné de partir et de faire sa propre vie, parce qu'elle était une réunionnaise ambitieuse dans les années 60. Si on voulait faire sa vie, même encore maintenant, il faut beaucoup de saute la mer, quoi. De saute la mer, tout à fait. Ok, parfait. Gilles, dites-nous, vous. Alors moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Je suis né à La Réunion, où j'ai fait ma scolarité jusqu'en classe de seconde, et il y a déjà eu finalement un lien quelque part avec la bande dessinée, puisque j'ai été camarade de classe pendant tout le collège et le lycée d'Apollo, qui est un des grands auteurs de bande dessinée aujourd'hui, non seulement à La Réunion, mais au niveau national. Il l'était peut-être pas déjà à l'époque. Il ne l'était pas, voilà. C'est-à-dire que quand le cri du margouillat s'est formé, c'était sur la classe de terminale, première terminale pour lui. Mais à ce moment-là, moi, j'étais à Orléans pour faire un sport-études judo. Voilà. Ah ouais. Donc je suis parti vers le sport. Ensuite j'ai fait 2 ans de classe préparatoire littéraire à Orléans. Donc radicalement opposé quelque part au sport, même si j'ai continué à faire du sport à côté. Et puis ensuite, donc je suis devenu enseignant. J'ai fait une maîtrise d'histoire, un DEA, puis une thèse à l'Institut d'études politiques de Paris, où j'ai eu la chance aussi de classer tous les papiers de Michel Debré. D'accord.
Et puis je suis revenu à la Réunion depuis 2010, date à laquelle d'ailleurs j'ai publié ma première bande dessinée. Ah, c'était déjà une BD, votre Oui. première publication. En BD, parce que j'avais publié des tas de livres sérieux et d'articles sérieux, on va dire, de type universitaire, des livres d'histoire chez des éditeurs, portant parfois sur la Réunion et parfois pas du tout. Par exemple, j'ai participé à un ouvrage collectif à Troyes sur la vie quotidienne des Français durant les années 40. Donc voilà, où je me suis occupé de l'empire colonial et donc de la Réunion. Il y avait une connexion. Il y avait quand même une connexion. Et donc le hasard de la vie fait que je suis revenu ici en 2010. Je me suis retrouvé donc au lycée Pierre-Lagourgue où je suis toujours enseignant. Et puis j'ai eu pendant 2 ans une mise à disposition parce que j'ai participé à la commission d'enquête historique sur la question dite des enfants de la Creuse. Et depuis 2 ans, je suis cette fois mis à disposition du musée de Villèle pour la construction du nouveau musée d'histoire de l'esclavage. Donc plus d'élèves depuis quelques années. Plus d'élèves depuis 2 ans, en fait. Voilà. Mais ce qui ne m'empêche pas de me retrouver devant des classes pour faire des interventions liées à différents sujets d'histoire sur lesquels je travaille. Mais la bande dessinée a commencé à partir de 2010 et pour des raisons qui sont liées à mon métier, j'étais enseignant dans l'Hexagone. Je faisais beaucoup travailler mes élèves de Normandie sur l'esclavage à La Réunion. Ouais. Et lors d'un travail pédagogique sur lequel j'avais rassemblé beaucoup de documentation sur l'esclavage à Bourbon, il me manquait de la bande dessinée. À l'époque, il existait une grande bande dessinée de référence sur la question de l'esclavage, mais elle portait sur l'espace atlantique. Et donc, je me suis dit, tout bêtement, eh bien, si elle n'existe pas, je vais la faire. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé en bande dessinée. Et ce projet a été lancé avant que je ne sache que j'allais revenir à La Réunion. Donc, il est publié, en fait, s'appelle Tambour battant. Il est publié au moment où j'arrive à La Réunion. Et ensuite... j'ai poursuivi sur plusieurs autres projets portant à chaque fois sur l'histoire locale. D'accord, donc vraiment, donc si je comprends bien, historien classique comme ses confrères, sans spécificité, mais le cœur réunionnais qui fait que vous orientez rapidement vos recherches et vers la Réunion, l'esclavagisme, des points très particuliers de l'histoire de l'île. Mes recherches ont toujours été tournées finalement vers la Réunion quelque part, puisque Michel Debré, c'était Debré et la Réunion. J'ai travaillé ensuite sur les représentations qu'on avait dans l'Hexagone entre le XVIIe et le XIXe siècle de la Réunion. Et puis que ce soit sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et je pense qu'en fait tout est lié parce que si je suis allé vers la bande dessinée, c'est que je me suis dit à un moment donné qu'il était important aussi de transmettre et de transmettre autrement. Et du fait de mon goût aussi pour la bande dessinée, je vais dire c'est peut-être tout naturellement aussi que je suis allé vers ce média, mais c'est pour moi aussi une forme d'éducation populaire. Oui, Voilà. C'est ça, la BD, parce qu'elle vous plaisait, mais aussi peut-être en se disant, elle pourrait atteindre même les plus jeunes, et il y a un devoir de transmission, un devoir de mémoire, des choses comme ça. Alors, je n'aime pas du tout l'expression devoir de mémoire. Pardon, je suis confuse. Voilà, non, mais c'est une expression que tout le monde emploie depuis les années 90. Pour moi, c'est plus un travail de mémoire qui est à faire, c'est-à-dire que il faut constamment remettre à jour ses connaissances, et ça demande un travail. Voilà, le devoir de mémoire, il est important aussi, mais c'est un rapport assez figé au passé. Et ce devoir de mémoire-là, il a aussi une histoire. Donc je préfère de très loin cette expression de travail de mémoire et encore plus de travail d'histoire. Ok, bon, eh ben, merci pour ce portrait brossé que vous nous avez fait. Avant qu'on aborde donc les albums que vous êtes venus nous présenter, je vous propose une petite pause musicale. Natacha, vous nous avez proposé La Meute de Maya Kamati. Y a-t-il une raison particulière à ce choix ?
Pour les femmes, là, je lève mon biceps. Je le vois, chers auditeurs. Le biceps est bien remonté. Voilà. Moi, je pense que ça suffit pour dire l'ensemble, c'est-à-dire se lever pour les femmes et travailler pour les femmes pour avancer et leur dire qu'on peut faire plein de choses. C'est super. On se lance Maya Kamati. On se retrouve tout de suite après. C'est l'émission Lola Lela sur LFM. À tout de suite. Elles arrivent de partout et font trembler les loups. J'ai vu ces grilles sous tous les angles, longer les murs et les recoins. Je tourne en rond. J'ai senti l'air changer sur ma peau troublée. Un long soupir se dessinait et la rumeur qui disait elles arrivent de partout et font trembler les loups entendus. Hurlements sourds et c'est pas lourd qui jaillissent et font trembler les loups, et font trembler les loups, et font trembler les loups, et font trembler les loups. C'est après cette première pause musicale de la meute de Maya Kamati. Nous retrouvons nos invités Gilles Gauvin, historien, et Natacha Eloy, illustratrice, qui viennent nous parler du projet 5 femmes réunionnaises, 5 destins, donc qui c'est sous forme de BD, et il y a tome 1 et tome 2. Alors, première question effectivement sur le sujet, c'est comment est né ce projet? On a eu une petite amorce, Gilles, dans la présentation de déjà votre amour de la BD depuis le plus jeune âge au lycée, et d'une première BD pour combler ce manque littéraire quand vous étiez avec vos élèves en Normandie, pour parler de l'esclavage réunionnais sous forme de BD. Mais là, on parle donc de 5 femmes réunionnaises sous forme de BD. Comment ce projet est né? Alors, ce projet, il vient après un roman graphique que j'ai fait avec Jean-Marc Pécontal, scénariste, et David Dervillers, dessinateur, qui est sorti, qui a été fait au moment du centenaire de la Grande Guerre. Ça s'appelle L'autre côté la mer. Donc ce sont 90 pages dans lesquelles on raconte le destin d'une famille réunionnaise et du père de famille qui va à la guerre durant la Première Guerre mondiale.
Et durant ce roman graphique, ce qui nous a intéressé, ce qui intéressait Jean-Marc Pécontal, c'était le quotidien. Voilà. Et comment est-ce que les femmes, comment est-ce que les enfants ont vécu pendant que le papa, le grand frère, etc. étaient à la guerre. Et on a déjà abordé, quand on prend du recul, on avait déjà abordé la question du féminisme et des revendications féministes, puisque à un moment donné, le père de famille, qui est un poilu, qui revient à la Réunion en permission et puis qui ne voudra pas repartir, se trouve confronté à sa fille qui veut se marier. Et le papa va s'y opposer violemment parce que l'heureux élu est un jeune soldat qui doit repartir au front. Et sa fille s'oppose à lui en disant mais à quoi ça sert tout ce que tu nous as dit finalement sur la liberté de penser si maintenant j'ai pas le droit de faire ce que je veux. Donc avec le recul, on savait pas qu'on allait faire 5 Réunionnais, 5 destins à ce moment-là, mais on voit qu'avec Jean-Marc, on avait déjà abordé cette question de la place des femmes dans la société réunionnaise. Et une fois que ce projet a été terminé, alors Jean-Marc il a 200 idées à la minute, et donc il était reparti sur d'autres choses. Et ce qui l'intéresse dans l'histoire, ce sont ce qu'il appelle les trous de l'histoire, c'est-à-dire ce sur quoi on dit peu de choses ou ce sur quoi on ne dit rien. Il est lui-même historien ? Non, à l'origine c'est un médecin qui a eu la joie pendant des années de contrôler tous les médecins de la Réunion. Donc, comme je dis, dans son métier, ça n'est pas joli rigolo. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a un esprit qui fonctionne très très vite, qu'il faut parfois d'ailleurs calmer un peu. C'est-à-dire que, comme je disais dans une discussion à Natacha, c'est un peu le yin et le yang, Jean-Marc et moi. Mais il a toujours des idées qui fusent. Et en discutant d'un projet à faire, on s'est rendu compte que finalement il y avait un vide sur la place des femmes dans la société réunionnaise en termes d'histoire. Non pas qu'on n'ait rien fait, parce que mais pas focalisé sur les femmes. Voilà, il n'y avait pas de bande dessinée véritablement focalisée sur le rôle des femmes. Et ce qui me plaisait moi dans le projet finalement, c'était d'écrire une histoire de la Réunion à travers des figures féminines. C'est comme ça que le projet a été lancé. Et donc l'idée a été de prendre 5 personnages différents, de manière à avoir une temporalité aussi différente, puisque le premier tome, il va des origines du peuplement, c'est-à-dire 1663, au début de la départementalisation, c'est-à-dire 1946. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Ouais. Donc il fallait trouver des figures qui permettent de balayer l'ensemble de cette histoire. Et au bout des 2 tomes, c'est finalement ce qu'on a réussi à faire. Ce que je dis toujours, c'est que si on avait l'outrecuidance d'arracher toutes les pages de bande dessinée, ce que je ne conseille pas, les cahiers historiques qui suivent la dizaine de pages de bande dessinée permettent d'avoir finalement une traversée de l'histoire de la Réunion à travers des figures féminines. C'est-à-dire que très souvent, le récit historique lui-même, et j'en prends la mesure à travers mon métier d'enseignant, il repose sur de grandes figures masculines, même si depuis quelques années, dans le monde enseignant, dans la recherche, etc., on redécouvre. On fait évoluer les choses. C'est comme voilà, on a toujours présenté Aimé Césaire comme le père de la négritude, et aujourd'hui, on redécouvre le rôle fondamental de sa compagne. Donc dans l'enseignement, il y a des choses qui bougent, mais globalement, vous allez parler de Louis XIV, vous allez parler de François Ier, vous allez parler de Napoléon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme sans se soucier de l'influence qu'ils ont pu avoir de leurs femmes, de leurs maîtresses, des femmes qui étaient autour d'eux et qui ont pu ou alors, conseillères. Si on parle des femmes, on les rend responsables, c'est-à-dire que c'est à cause de Joséphine de Beauharnais que Napoléon aurait rétabli l'esclavage, ce qui est totalement faux. Il est temps que des historiennes femmes prennent les rênes de notre histoire pour la réécrire. Oui, en même temps... Je pense, alors là vous abordez un autre sujet.
Oui, il ne faut pas qu'on s'éloigne trop de notre sujet. Non, non, ça n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que il y a des femmes historiennes qui aussi ne se sont jamais vraiment focalisées sur des sujets qui sont en rapport avec la place des femmes. De même que vous avez des hommes qui travaillent depuis bien longtemps sur la question de la place des femmes. Donc il est vrai. C'est plus une question d'appétence de l'un ou des uns et des autres pour savoir vers quoi ils s'orientent et se questionnent et cherchent à remplir les vides. Donc, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que y a quand même une poussée historiographique qui est due aux femmes elles-mêmes, heureusement. D'accord. Alors, juste une petite parenthèse, tout à l'heure vous évoquiez, parce que pour les auditeurs qui n'ont pas pu avoir l'occasion de regarder la BD, effectivement cette BD, je vois la première, là je l'ai sous les yeux, on a effectivement 5 personnages qui sont évoqués, et c'est à la fois une BD et à la fois un recueil d'informations historiques, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques pages pour un personnage, 2 planches de BD, et après on a toute une partie historique avec des images, des photos, des lithographies qui vont nous donner plus de détails et vont effectivement aborder des aspects de la vie de la Réunion. Donc c'était un petit peu la perception que j'avais eue en lisant le tome 1, et on en avait parlé, mais c'était bien, il ne fallait pas qu'on ait de confirmation. C'est bien aussi l'idée de tracer l'histoire de l'île à travers ces femmes, à travers les âges. Oui, la partie bande dessinée, à proprement dit, en fait, elle est centrée sur la subjectivité et le fonctionnement psychologique du personnage. C'est ce que j'ai appelé dans l'introduction aux 2 bandes dessinées des maginations. Voilà, en prenant un terme créole. Et ce qui intéressait Jean-Marc, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces femmes ont choisi tel ou tel itinéraire. Voilà. Qu'est-ce qui fait que leur combat a basculé de cette façon? Et là, très souvent, on n'a pas de documents qui permettent d'être certain de ce qui a pu pousser ça va être des hypothèses, chacune de ces femmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de magination. Et en même temps, bon, il faut reconnaître que Jean-Marc c'est bien décrypté la psychologie des gens, et on a eu des débats parce que par exemple sur certains personnages, il fait faire quelque chose à un personnage et je lui dis mais comment est-ce que tu peux affirmer quelque chose de pareil, et lui me dit mais est-ce que tu as la preuve du contraire? Ah oui, bon, là, donc là, on rentre dans un débat de qu'est-ce que l'histoire, est-ce que l'histoire est là pour retranscrire les choses dont on est sûr ou pour faire des hypothèses. Du coup, ça permet un équilibre. C'est-à-dire que la bande dessinée qui s'appuie quand même sur des points de réel essaye de présenter ce que je vous disais tout à l'heure, la subjectivité du personnage. Et les 4 pages de dossiers historiques qui reviennent derrière me permettent de dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, et surtout le contexte dans lequel chacune de ces femmes a vécu. Ouais. Alors ça anticipe sur une des questions que j'avais imaginées, effectivement, dans quelle mesure ce qui nous est présenté de ces femmes, dans quelle mesure il y avait une partie romancée. Alors je me dis même simplement, pour donner la parole à Natacha, lorsque vous avez illustré ces images, quelle était la part d'imaginaire et la part de sources réelles dont vous disposiez pour pouvoir illustrer? Alors déjà, c'est en fait en soi, moi j'ai travaillé sur Célimène Gaudieu pour le volume 1 et j'ai travaillé sur Marie-Thérèse de Châteauvieux pour le volume 2. Et ce qui se passe, c'est qu'on discute entre nous. C'est pas n'importe quel sujet de BD. Donc c'est un gros travail à la fois avec le scénariste, un gros travail avec l'historien. Et souvent, nous, moi en tout cas dans ma démarche, c'est que je trouve un intérêt à être dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire que par exemple pour Célimène, ce que je trouvais intéressant dans le travail de Jean-Marc, c'est qu'il soulevait une question intéressante. C'est-à-dire que c'est quoi être une femme artiste quand on a un franc-parler, comment on fait justement quand on a des filles, quand elles doivent suivre leur vie, c'est quoi la suite pour elles? Parce qu'effectivement, ça devient problématique quand on a une mère qui brocarde les notables et que nous, on n'a qu'un seul moyen, c'est de finalement, en tant que fille, de se dire moi, je peux que me marier.
Donc quand on a une mère qui est un peu compliquée, on peut très bien ne pas trouver un bon parti. Et c'est là que la situation elle devient intéressante à travailler. Donc ça, c'était justement, c'est déjà une base déjà de réflexion pour moi en termes de déjà de positionnement de la manière dont je vais prendre le personnage, quoi. Et puis après, moi, je suis dans un entre-deux, c'est-à-dire entre le scénariste et l'historien. Alors, le scénariste, parce que moi j'y connais rien en BD. Le scénariste est celui qui écrit les bulles. Le scénariste, Jean-Marc, en fait, son rôle, il est double. Effectivement, il va écrire les bulles, mais avant même d'écrire les bulles, il va essayer d'imaginer dans l'intrigue. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus c'est un travail très spécifique, 10 pages c'est court, oui. Et surtout quand vous voulez raconter la vie de quelqu'un. Donc il va essayer de réfléchir à la fois à l'intrigue, à ce qu'il veut mettre en avant, à la façon dont il va le mettre en avant, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'on a un récit qui se répète de la même manière. Et là, il y a vraiment un travail de recherche qu'il a fait pour entrer dans chacun des cas particuliers d'une manière particulière, et après il va effectivement poser un dialogue. Et alors sur le dialogue à proprement parler, là il y a des fois où on ne sait plus vraiment qui est véritablement l'auteur, parce que on travaille à plusieurs voilà. dessus. C'est-à-dire que c'est là où je disais, on travaille en collectif. C'est non seulement on est 5 dessinateurs et dessinatrices, mais aussi on discute de ce qui fonctionne et fonctionne moins bien. Il n'y a pas de choses strictes. Il faut que ça fonctionne bien. Donc c'est une synergie, c'est un équilibre à trouver entre plusieurs façons de voir. Pour que ça, l'idée c'est d'être au service de ces personnages et même plus de ces personnes, de ces femmes. Et donc il faut être juste dans ce on peut pas dire n'importe quoi. Oui. Exactement. Faut pas refaire sortir qu'un aspect. Il faut être plus, à la fois faire sortir dans les faits et à la fois, j'imagine, leur philosophie, leurs sentiments, leurs valeurs, essayer que le lecteur puisse au mieux percevoir qui elles étaient. Tout à fait. Ok. Et donc je rebondis parce que je n'avais pas terminé. Effectivement, dans ma manière d'aborder le scénario, c'est que quand je me trouve dans l'entre-deux, c'est que je vais être à la fois dans le scénario, mais aussi dans les apports iconographiques. Donc c'est là où je rejoins Gilles en étant pointu moi aussi dans mon approche qui n'est pas qu'artistique, mais aussi scientifique quelque part. J'apporte ma part en étant dans cette recherche-là, dans ce travail-là. De transmission aussi, hein. On est là aussi en tant qu'artiste pour transmettre. Et finalement, alors autant on imagine le côté historien, il connaît tout de la vie de la personne, tiens on va parler de cette personne, etc. Quand l'illustratrice elle commence à travailler dessus, elle a la partie déjà plus ou moins synthétisée par le scénariste, elle ne connaît pas tout de l'histoire du personnage. Non, c'est justement c'est un petit peu le bout de la lorgnette, mais c'est là souvent on tire le fil. Donc c'est pour Célimène, je pouvais pas faire beaucoup, je pouvais pas aller voir des proches, par exemple, mais c'est une démarche que j'ai eue aussi en emboîtant le pas de Gilles, c'est d'aller voir moi aussi, de m'intéresser. Pour Marie-Thérèse de Châteauvieux, par exemple, elle a des proches, donc elle a de la famille encore. Donc je me dis il se trouve que je connais quelqu'un, mais je ne savais pas, mais je connais quelqu'un qui fait partie de la famille de Marie-Thérèse. Pour mieux percevoir la personne. Voilà, je suis allée les voir, je suis partie aller discuter avec eux pour la connaître, et puis pour me dire c'est quoi, comme tu disais Gilles tout à l'heure, on parle du quotidien de ces personnages, donc je me dis c'est quoi ça, et ils m'ont sorti des choses extraordinaires, des photos, ils m'ont parlé d'elle, et puis ils m'ont même sorti une petite collection de tortues qu'elle faisait, mais ça c'est rien, c'est un film, mais ça fait le sel et le corps de la personne, en fait, ça l'incarne quelque part. Ça me fait penser un peu des fois aux réflexions que peuvent faire des acteurs quand ils doivent rentrer dans un rôle et qui vont au-delà de lire et regarder, essayer de s'inspirer, peut-être d'aller dans des lieux pour pouvoir vraiment percevoir un petit tilt qui va faire que vraiment ils prennent une partie de l'âme de la personne qu'ils vont vouloir incarner. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour chacune des figures féminines, on a essayé de distribuer les dessinateurs et dessinatrices un peu en fonction Gilles, vous anticipez ma question qui était comment, Natacha, êtes-vous entrée dans ce projet et de manière globale, comment les illustrateurs effectivement sont arrivés sur ce projet. Est-ce que tu veux finir? Donc je poursuis. On est parti sur le principe donc de 5 personnages féminins.
On avait dans le premier tome 3 dessinatrices et 2 dessinateurs. Oui. Il y a une dessinatrice qui n'a pas pu poursuivre sur le second tome, donc on a eu l'inverse cette fois. 2 dessinatrices, 3 dessinateurs, mais on s'est posé la question, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait au hasard. On a discuté avec Jean-Marc Pécontal parce qu'on avait tous les deux une connaissance plus ou moins approfondie de chacune des dessinatrices et de chacun des dessinateurs, et on s'est dit tiens, le trait un peu saillant de telle femme, c'est ça. Et ça pourrait bien matcher avec tel dessinateur, soit du fait de son caractère, soit du fait de son style de dessin. Oui, c'est ça, quand vous dites Voilà. on les connaissait assez bien. Vous Oui. les connaissiez personnellement en tant qu'humains, ou vous connaissiez assez bien leurs œuvres et leurs illustrations pour sentir justement le caractère qu'il pouvait y avoir et qu'elle pourrait faire ressortir des personnages. Un peu des deux, mon capitaine. Un peu des deux. C'est-à-dire que David d'Orvillers, moi ça faisait un moment que je travaillais avec lui, donc je le connaissais non seulement son style de dessin, mais aussi qui il était. Natacha, je ne connaissais que son style de dessin. Voilà. C'est Jean-Marc qui a tenté le coup, parce qu'il a ce qui est sympa chez Jean-Marc, c'est qu'il est très spontané, et du coup quand il y a quelque chose qui lui plaît, il est venu voir une exposition que j'ai faite avec Fabrice Urbatro à la médiathèque justement de Saint-Joseph du Sud, et ils sont venus avec Gilles, et puis il a vu dans l'exposition, il a vu des dessins exposés, comme je fais partie du Cri du Margouillat aussi, et des choses que je fais avec Fabrice Urbatro notamment, et là il va dire ça irait bien, j'aimerais bien, et là il a partagé ça avec Gilles, et puis ça a commencé comme ça en fait. Eh ben, c'est chouette. Bon, je vous remercie pour ce brossage de ces 2 BD sur le fond, comment elles sont nées et comment vos rencontres se sont faites, et le choix de tous ces artistes et donc les historiens. Je vous propose une petite pause musicale pour qu'on aborde après pas en détail parce que le temps passe vite, mais qu'on puisse avoir une petite chronologie de la Réunion à travers les 10 personnages de ces 2 tomes. Donc on se retrouve juste après la pause musicale de David Sicard, un peu de moi. On se retrouve tout de suite après. Je voudrais pouvoir dire de cet arbre que je l'ai planté, protégé des bourrasques, des orages, je l'ai toujours aimé. S'il est là aujourd'hui, aussi grand, aussi beau, c'est un peu grâce à moi. Dans cet arbre il y a un peu de moi. Je voudrais pouvoir dire de cet arbre qu'il m'a porté sur ses branches dès mon plus jeune âge, qu'il m'a toujours aimé. S'il a l'air aujourd'hui d'avoir vécu, c'est un peu à cause de moi. Dans cet arbre il y a un peu de moi. Yolololo, yalelele, yolololo, yalelele, yolololo, yalelele, yolololo, yalelele. Je voudrais pouvoir dire de cet arbre que je lui ai confié tous mes secrets, mes joies et mes peines. Il a tout gardé. S'il
se dresse comme ça aujourd'hui devant vous. C'est un peu pour moi, car dans cet arbre il y a un peu de moi. Je dis que rien ne nous empêche de vivre le présent ensemble, de nous dire nos rêves les plus fous, les plus tendres, et d'être l'un pour l'autre, une épaule, une branche. David Sicard, on se retrouve. Je m'excuse, j'ai dû la couper, mais sinon nous n'aurons pas le temps de finir notre émission. Merci Gilles Gauvin, Natacha Eloy d'être avec nous ce soir dans Lola Léla. On aborde donc maintenant la question de qui sont ces 10 femmes du tome 1 et 2 de 5 Réunionnaises, 5 destins. Donc on a compris tout à l'heure par l'information de Gilles que c'est une manière de retracer l'histoire de la Réunion à travers ces différentes femmes. Donc on va maintenant essayer de savoir donc, à la préhistoire de la Réunion, qui c'était le premier personnage. Alors le personnage qui ouvre le premier tome, c'est Anne Mousse. Et Anne Mousse, qui est la première fille à être née dans l'île, elle m'a permis d'aborder la complexité des débuts du peuplement. Ensuite, il y a Célimène. Là, ce qui était intéressant avec elle, c'était travailler sur la parole critique populaire, qui a eu non seulement un ancrage dans le local, mais qui a eu aussi un écho national. Le personnage suivant, c'est Sia. Alors, c'est la seule des 10 femmes à être fictive, parce que quand on a travaillé sur le premier tome, à un moment donné, je me suis dit on choisit des femmes qui ont toutes eu déjà plus ou moins quelques études qui leur ont été consacrées, qui sont dans la mémoire populaire, mais les 99,99% des femmes qui ont vécu à La Réunion n'ont pas laissé de traces singulières. Et je me suis dit, voilà, si on remplace un récit historique qui est d'habitude centré sur des figures masculines par un récit historique centré sur des figures féminines, mais on va encore oublier celles que j'ai appelées les héroïnes du quotidien, c'est-à-dire Madame Tout-le-Monde. Oui. Et donc le personnage qui s'adaptait le mieux, j'allais dire, à finalement être une fiction incarnant un collectif, c'était l'engagée indienne. Donc Sia, l'engagée indienne, qui arrive dans le premier tome, est la seule à être fictive, mais parce que finalement, elle est là pour évoquer le cas de toutes les femmes réunionnaises. Voilà. D'accord. C'est pas par rapport à sa culture indienne. Alors, parce que je me suis demandé aussi, en lisant le premier tome, il y avait le côté Anne Mousse, elle arrive d'Afrique. Enfin, ses descendants arrivent d'Afrique. Il fallait que toutes les femmes réunionnaises se reconnaissent, trouvent leur place dans cette bande dessinée. Et c'est à travers le cas de l'engagée indienne, parce que les engagés indiens sont arrivés essentiellement à partir des années 1860, et on a eu 140 000 personnes qui sont arrivées en très peu d'années. Ouais. Et donc c'était plus simple de passer justement par l'image de l'engagée indienne pour incarner cette réalité. Juliette Dodu, ce qui m'a intéressé avec elle, c'est que ça me permettait de travailler sur le mécanisme de la construction héroïque par la Troisième République, parce que la Troisième République a voulu en faire une Jeanne d'Arc, sauf qu'il y a eu des polémiques et que ça n'a pas pu fonctionner. Mais c'est ça qui m'a intéressé là-dedans. Et puis le dernier, c'est Marie-Aline Wathion, qui est la première institutrice d'origine chinoise. Donc ça me permet de travailler sur l'immigration chinoise et surtout sur la rupture que représente 1946. Parce que elle va exercer pendant les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle va se retrouver doublement victime ici, puisque étant d'origine, son père étant chinois
et elle ayant acquis la nationalité française, du fait des lois de Vichy, on va lui retirer sa nationalité française, et d'autre part, du fait d'autres lois de Vichy, en tant que femme, elle ne peut plus travailler. Donc, elle se retrouve Double peine. Double peine. Et donc ça, ce personnage féminin permettait de marquer la rupture du premier tome. Après, sur le deuxième tome, il y a eu Françoise Guimbert, qui m'a permis de travailler sur la question de l'émancipation sociale par la musique. Voilà, parce qu'elle vient d'un milieu très très pauvre. Ce qui marque ces années d'après 1946, c'est aussi le combat politique terrible qui s'est livré, en particulier à partir de la fin des années 50, entre les communistes autonomistes et les départementalistes. Donc c'est là qu'interviennent Marie-Thérèse de Châteauvieux, qui a été quand même la première femme maire ici à La Réunion, même s'il y a une communiste un peu plus tôt qui a exercé des fonctions à la place de Raymond Vergès, et puis Alice Peverelli qui représente finalement le monde communiste. Voilà. Donc ces deux figures, ça me permet d'incarner le combat politique. Marie Auchong, ça m'a permis de travailler sur la modernisation économique et le rôle de la communauté chinoise, parce que cette femme qui se retrouve rapidement veuve va jouer un rôle énorme dans la culture du vétiver. Et elle a des enfants à elle qui aujourd'hui sont de gros industriels ici à La Réunion. Et puis Khatija Patel Mogalia, ça m'a permis de travailler sur l'engagement religieux et social. Voilà, de cette femme musulmane qui a tout fait pour qu'on l'oublie, même si elle a eu la Légion d'honneur, mais qui me permet d'aborder le rôle des Réunionnais d'origine indienne musulmane dans le fonctionnement de l'île. Donc oui, effectivement, chacune de ces femmes incarne une part de la Réunion, mais je suis gêné de parler de représentantes de communautés, parce que vous savez, quand on parle de communauté ici, on continue à réutiliser en fait une grille de lecture qui était une grille de lecture coloniale. Voilà. Donc c'est vrai que certaines sont d'origine chinoise, d'autres d'origine indienne, d'autres créoles, d'autres d'origine africaine, mais elles constituent à elles ensemble ce qu'est la société réunionnaise. Tout à fait. Et je les vois comme l'ensemble d'un tout et non pas des représentants d'une communauté. Voilà. Non. Et surtout, c'est intéressant, effectivement, comme ça se décline sur plusieurs, on l'a dit, ces siècles, finalement, de se dire qu'on arrive au XXe siècle, toutes ces migrations ont fait qu'on a déjà un socle bien mélangé, et que finalement, donc les cinq premières, si je comprends bien, elles sont plus sur l'histoire, mais après on se condense plus sur le XXe siècle et les problématiques politiques, les valeurs, les engagements des uns et des autres. Oui, en fait, le deuxième tome, finalement, il est sur une période beaucoup plus courte, puisqu'on va de 1946 aux années 90, grosso modo, et que on aborde les questions sociales, politiques, économiques. Ouais. Voilà. Et dès le départ, j'imagine que le tome 1 et 2 ont été imaginés tout de suite avec les 10 personnages. Non. Ah non, d'accord. On est parti sur le tome 1, on n'avait absolument pas réfléchi à un tome 2, et c'est parce que ça a bien fonctionné, d'abord entre toute l'équipe, et puis que ces deux albums, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est quand on travaille sur le sujet, c'est qu'ils les deux albums ont reçu un très très bon accueil. Tous les deux ont eu un prix. Toutes les deux se vendent très bien, et il y a quand même une petite anecdote que je voudrais raconter. Ça nous est arrivé en dédicace avec Jean-Marc. Un jour, il y a une jeune fille qui avait 12-13 ans qui vient acheter le tome 1, et Jean-Marc, qui a beaucoup discuté lors des dédicaces, lui dit tiens, comment est-ce que tu as découvert cette bande dessinée? Elle dit mais je l'ai déjà acheté, là je viens l'acheter pour ma maman. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très 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 chouette, quoi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à la lire. En tout cas, mais ça m'amène une question, Natacha. Oui. Vous avez été sur le tome 1 et le tome 2. Une préférence?
Ah, c'est dur, non, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ah non, moi je ne renie jamais mes enfants, c'est juste pas possible. Quoi. Alors, on peut pas me dire choisis, non, alors, je peux pas. Non mais est-ce que c'était plus facile d'incarner, de dessiner C'était justement très Célimène différent. que Marie-Thérèse ou... J'ai appris des deux, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir d'être au service du personnage déjà. C'est pour ça que je ne choisis pas, c'est-à-dire que déjà on choisit au départ. On vous a choisi. Mais voilà départ. déjà. Mais ensuite, moi, je me dis bon, je pourrais pas incarner n'importe qui. Hein, c'est sûr si je sais pas dedans aussi, si je sens pas le personnage. Mais voilà. Ah, c'est vraiment ça. Si vraiment le personnage est rebutant, vous n'arriveriez pas à Mais il y a des l'illustrer. personnes, je pense que j'aurais du mal vraiment. Mais ça dépend. Je peux peut-être rentrer par d'autres voies. C'est ça le truc aussi. Mais donc, en tout cas, concernant Célimène et puis Marie-Thérèse, elles ont toutes les deux une vie qui est passionnante, des vies qui sont passionnantes et elles sont passionnantes. Et moi, pour moi, j'avais à cœur de leur rendre ce service, de les mettre en valeur, quoi. Tout à l'heure, on faisait le parallèle avec le fait d'être acteur. Oui. Vous étiez mis dans la peau de vos personnages. Est-ce que on se prend un peu ou est-ce on se met à rêver qu'on aurait aimé être Célimène? Alors, sa vie n'a pas toujours été facile, mais de savoir, comme ça, avoir des bons mots qui sortent pour pouvoir un peu taquiner les notables, savoir avoir de la répartie. Est-ce que, en étant illustrateur, finalement, on se déguise, on joue à un autre personnage? En quelque sorte, je pense, mais c'est peut-être pas aussi poussé. On a toujours c'est la main qui fonctionne. C'est encore autre chose, c'est-à-dire on se prête au jeu évidemment, mais du dessin, mais c'est, est-ce qu'on se déguise? C'est pas exact, je le vois pas. Parce que j'ai jamais pensé à ça, mais c'est en vous entendant tout à l'heure. C'est vrai? Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, Parce mais qu'il y a une forme de catharsis, comme oui. quand on fait une soirée Oui. déguisée, on peut s'amuser à se mettre dans une tenue qui peut être peut-être provocante ou qui ne nous ressemble pas du tout, et on va jouer parce que on est un personnage ce soir-là. On prend et une partie. On dit c'est pas moi, c'est le personnage. Disons c'est vrai qu'on va avoir tendance à peut-être disons prendre une partie, se dire par exemple, si on n'est pas d'accord avec, forcément on va avoir une sympathie, une forte sympathie et un rapprochement et on va être tellement dedans qu'on va dire non mais ça tu peux pas le dire ou moi je le verrais pas comme ça ou d'autres carrément je pense effectivement que ça peut arriver que certains dessinateuristes puissent totalement se projeter et donner des traits d'eux-mêmes au personnage. Ça peut arriver, je pense que ça peut arriver. Ou à l'inverse, s'ils se sont tellement bien inspirés du personnage, de se dire non, à celui qui écrirait la BD, elle l'aurait pas dit comme ça. Tout à fait. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais c'est parce qu'on en discute aussi. C'est là, ça rejoint l'idée qu'on travaille en collectif. Donc oui, c'est maintenant. Mais moi, franchement, tu la vois dire ça. Voilà. Peut-être qu'on peut revoir ce dialogue-là. Si ça te va, Et Jean-Marc. quand on sort même du projet, est-ce qu'on peut être, si la personne qu'on a dessinée a une vie difficile, complexe, a été l'objet de calomnie, je sais pas, est-ce qu'on peut se sentir touché? Ah mais oui, évidemment justement c'est pour ça qu'on va c'est pas autant le transfert que le fait d'avoir une forte sympathie, je pense, c'est-à-dire que c'est comme si c'était des amis. Moi j'avais tendance à dire ça quand j'étais enfant, je disais des auteurs que c'était mes amis à travers les livres. Et c'est pareil quand je dessine, on devient quelque part les amis, les camarades des personnages, en tout cas en histoire. Oui, on s'y attache et on a du mal à les laisser passer ou partir ou donc on peut pas mal en parler, ou si on le fait avec une forme de sympathie. Même les méchants peuvent avoir un côté sympathique quelque part aussi. Oui. Hein. Donc ça peut arriver. Alors, Natacha n'a pas pu se décider sur laquelle elle avait préféré entre Marie-Thérèse et Célimène. Mais vous, Gilles, est-ce que sur ces 10 personnages, alors déjà, laquelle est la plus célèbre d'un point de vue populaire? Juliette Dodu qui a un nom de rue, qui a eu la Légion d'honneur ou... Je pense que Célimène, quand même, a une place singulière dans la mémoire réunionnaise. Voilà. Donc, elle a peut-être un écho. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son écho évoque des choses à la partie populaire de la Réunion, et en même temps, ça a été un écho national. Après... j'ai le même rapport qu'à Natacha. C'est difficile de faire un dire, choix. mais j'ai quand même
dans les enquêtes historiques que j'ai menées, moi, j'étais touché par Alice Peverelli, qui est morte à 35 ans, Ouais. et dont j'ai remonté la piste et dont j'ai retrouvé la tombe, qui n'est pas la sienne, qui est une tombe collective, qui est celle du docteur Raymond Vergès, dans laquelle il y a eu un nombre incroyable de personnalités qui se sont retrouvées. Et avec une histoire tragique, puisque son fils s'est suicidé sur le pont Vincennes. Mais j'ai décidé ça, c'est quelque chose que c'est rare, hein, mais sur ce personnage, il y avait 2 choses que je n'ai pas dites, parce que sinon c'est ce qu'on allait retenir d'elle. Or, ce qu'on a cherché à montrer pour chacune de ces femmes, quelle que soit leur opinion politique, c'est leur volonté de combat et ce qu'elles ont fait elles. Si on dit maintenant, voilà, elle a été la maîtresse d'eux, c'est la seule chose que les gens vont retenir. Et ça j'ai voulu l'éviter pour ce personnage, en essayant de mettre en avant tout ce qu'elle avait fait et ce qui fait que c'est un personnage important de l'histoire de la Réunion et de l'histoire des femmes à la Réunion. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Chers invités, je vous remercie beaucoup d'être venus. Juste en quelques mots, vous m'avez dit qu'il y avait un festival du livre à Saint-Paul. Rappelez-moi les dates. Oui, c'est le salon du livre pays qui a lieu du 23 au 25 avril prochain sur le front de mer à Saint-Paul, au niveau du Creps, où nous nous retrouverons avec les dessinateurs et d'autres auteurs de la Réunion. Pour dédicacer. Pour dédicacer. Voilà. Super. Merci d'être venus. Chers auditeurs, on se retrouve le 30 avril. Pour avoir plus d'informations sur notre émission, n'hésitez pas à regarder la page Facebook Lola Lela, où vous pourrez retrouver les informations sur les 2 tomes qu'on vous a présentés ce soir et sur le festival à venir. On se retrouve le 30 avril. J'aurai le plaisir de recevoir Émilie Monnier, infectiologue au CHU de Saint-Pierre, qui viendra nous parler des femmes et de la protection contre le sida via la PrEP. J'espère que vous serez nombreux à venir écouter ce sujet qui est très peu connu et qui mérite d'être bien plus popularisé. Je vous invite donc à écouter par la suite Fred avec son émission Dédicace. Et en attendant, je lance comme d'habitude notre musique de fin d'émission. France Gall résiste. Ce soir, on a eu des femmes à l'honneur et là, résistons tout ensemble. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.